Cosa Vostra. Quand on vend en ligne un produit... C'est un client captif, il est venu pour toi. Exactement. En fait, nous, jusqu'à l'alors, on vendait des enquêtes principalement dans des enveloppes. Des très jolies enveloppes, hein. Mais en fait, une enveloppe dans un magasin, ça marche pas et on comprend pas. Et quand on vend en ligne, on a toute la place qu'on veut et des vidéos qu'on peut mettre pour expliquer nos concepts aussi farfelus soient-ils. Et en magasin, en fait, il faut que la boîte parle. Parce que nous, malheureusement, on n'a pas le pouvoir d'être partout à la fois et d'expliquer... Nos enquêtes quand on est en magasin, quoi. Et donc il faut que le packaging parle de lui-même. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Margot Bruno et Astrid Faure qui sont les cofondatrices de Encaval, que vous retrouvez sur en-caval.fr, qui est une maison d'édition de jeux d'enquête pour les enfants, immersifs, interactif et sans écran, mais vous le direz mieux que moi dans un instant. J'ai pas fait beaucoup. Alors non, je me suis trompé. Je croyais ne pas avoir fait beaucoup d'épisodes sur les jeux ou sur les enfants, mais vous m'avez contredit. J'ai fait les mini-mondes il y a très longtemps. J'ai fait Dixit, qui était un super épisode. C'est le numéro 166. Chères auditrices et chers auditeurs que je vous recommande. J'ai fait Opi, j'ai fait l'Uni. Opi, tu me l'as rappelé, Margot. Et donc je suis content de creuser encore ce sujet. Vous allez voir, chères auditrices, chers auditeurs, le sujet est vraiment hyper intéressant et riche, vous allez le découvrir. Un petit coucou en passant à Colombe, votre PR, votre RP, dont l'agence s'appelle Les Petits Papiers. Les Petits Papiers, qui nous a mis en relation. Et surtout, un grand merci à Adèle, qui est votre première employée il y a quelques années, et qui vous a dit, tiens, vous devriez écouter le podcast Le Panier, parce que vous ne connaissiez pas grand-chose à cette époque au e-com. Bienvenue à toutes les deux. Peut-être que... pardon, tu allais répondre, mais bienvenue. Merci beaucoup, on est ravis d'être là aussi. Merci Astrid. Vous arrivez de Lyon d'ailleurs, chers auditrices, chers auditeurs. Si vous voulez poursuivre la conversation après cet épisode, n'hésitez pas à contacter Astrid ou Margot, elles sont à Lyon et sur LinkedIn. Peut-être que tu peux commencer par dire avec tes mots ce qu'est Encaval. Avec plaisir. Donc, avec Margot, on a fondé les éditions Encaval fin 2018. Et on est une maison d'édition pas tout à fait comme les autres, puisqu'on est spécialiste de jeux d'enquête interactifs et immersifs, mais sans aucun écran, pour les enfants de 4 à 12 ans et leurs familles. Et notre spécificité, c'est qu'on s'auto-édite. On a commencé en e-commerce et maintenant on fait de la distribution, etc., etc. Et on pourra développer tous ces sujets. On va en parler, on va parler des différents coups d'accélération que vous avez connus, notamment grâce au RP et un passage sur Europe 1 un jour, une grosse accélération sur du lead, la création de lead pendant le confinement, puisque effectivement il fallait occuper ses enfants et c'était un parfait jeu pour le faire, enfin parfait modèle. On va parler du modèle justement par abonnement qui a évolué depuis et puis de votre vision, mais commençons par le commencement. Vous vous êtes rencontrés chez Ticket for Change, qui est un accélérateur, un incubateur de projets avec une perspective ESS, donc économie sociale et solidaire. Ok. Ils accompagnent des entrepreneurs avec des projets. Donc nous, c'était notre cas avec Astrid. On était dans la promotion en 2018. Et Astrid arrivait avec les prémices de ce qui est aujourd'hui Encaval. Un premier projet porté sur l'amour du courrier, des chasses au trésor pour enfants. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et c'est le moment où on a décidé de
de s'associer parce qu'on était d'abord on est devenus super copines et puis on s'est rendu compte qu'on était surtout super complémentaires sur la raquette des compétences. Il n'y a pas beaucoup d'overlap, donc c'est chouette. Et toi, tu l'as rejoint pourquoi ? Ticket for Change ? Alors moi, je l'ai rejoint avec un autre projet, mais qui était en totale décrépitude parce que je perdais mes potentiels associés. Enfin bref, ça marchait pas du tout. Et ce qui est rigolo, c'est que ça représente bien, je trouve, notre duo. Astrid est arrivée chez Ticket avec une super vision, une super idée de produit, mais je parle à ta place, mais peut-être un petit moment de solitude, de baisse de confiance en elle. Elle trouve tout nul et voilà. Et moi, à l'inverse, j'ai plutôt un profil commercial, business, donc zéro bonne idée produit. Mais alors, je trouvais que ce qu'elle faisait, c'était fantastique, quoi. Et donc, du coup, c'était le bon duo parce que moi, je trouvais ça fantastique. Et en gros, je mettais juste en lumière les mots et les idées d'Astrid et ça marchait bien. C'est beau, les histoires de rencontres. Il se trouve que Ticket for Change, c'est aussi là que se sont rencontrés les cofondateurs de We Dress Fair, Marianne Guyenne et Antoine, qui étaient dans la promo précédente, c'est ça ? Je ne vous ai pas posé la question, mais vous avez le même âge ? On a un an d'écart. Oui, donc à peu près le même âge. Et toi, Margot, tu vendais de la pub dans le média, c'est ça ? Exactement. Financial Times, CNN. Ouais, moi j'étais directrice commerciale sur la région Franco. Astrid, tu m'as présenté en cavale tout à l'heure. En pratique, comment ça marche ? Le premier produit, et le produit qui est encore le best-seller aujourd'hui, qui est l'enquête par courrier. Ouais. En fait, historiquement, au moment où on s'est rencontrés avec Margot chez Ticket for Change, on était sur un mix un peu de toutes mes idées de départ, qui étaient les chasses au trésor, le courrier, etc. Et donc, on a mis en forme et auto-édité un premier jeu qui s'appelle l'enquête par courrier, qui est notre jeu du coup encore une fois historique, qui existe encore et qui marche très bien. Et donc l'enquête par courrier, donc je vous invite à fermer les yeux. Imaginez que vous avez 8 ans, vous ouvrez votre boîte aux lettres et vous découvrez un colis mystérieux qui vous est personnellement adressé. Et quand vous l'ouvrez, vous découvrez une première lettre qui vous apprend que vous avez été choisi pour rejoindre l'Académie des enfants espions. Et ça, c'est la première étape complètement magique. Donc, en tant qu'enfant, vous devenez responsable, vous devenez dans la confidentialité de l'Académie des enfants espions, etc. Et donc, le principe, c'est que vous menez l'enquête au fil des mois. Donc, dans cette boîte, il y a du matériel d'espionnage, un filtre, par exemple, un cache-message, une roue cryptographique, etc., etc. Il y a un carnet d'enquête, top secret, interdit aux adultes, avec une histoire ponctuée d'énigmes. Et surtout, c'est accompagné d'un rapport d'enquête à remplir par l'enfant et une enveloppe préaffranchie, puisque l'enfant renvoie pour de vrai par la poste ses découvertes d'enquêteurs dans la boîte aux lettres. Et ça permet de déclencher la suite de l'aventure. Et donc le mois suivant, l'enfant reçoit la suite. Et il répond comme ça au fil des mois, et ça peut durer jusqu'à 6 mois par enquête. Astrid, quand elle me raconte ça, elle a les yeux qui brillent, on dirait une gamine. Et c'est cool. Ouais. Et même moi, je t'avoue que j'aimerais bien recevoir un. J'imagine que quand l'enfant le reçoit, il ne faut pas lui dire. On le laisse dans le secret, on dit tiens, il y a une aide pour toi. Exactement, on a des bonnes pratiques à partager aux parents. En fait, on leur dit plus la surprise est grosse, plus la magie opère en fait. Tiens, j'ai reçu ça, je sais pas ce que c'est, ouvre-le. Okay. Complètement. L'enfant doit savoir lire évidemment, d'où c'est à partir de 7 ans, c'est ça pour ces coffrets-là. L'enquête par courrier, on recommande de l'offrir à partir de 7 ans parce que c'est grâce à la magie de la lecture que l'imagination et l'enquête fonctionnent. Et qu'ils le font en autonomie. Et qui est une des valeurs qu'on promeut. On encourage les enfants à oser faire les choses seuls, par eux-mêmes, etc. Et il n'y a rien de plus valorisant pour un enfant que de faire quelque chose tout seul. Il n'y a même pas besoin de demander un timbre à papa ou maman, parce que c'est déjà préfranchi. Et d'avoir un secret. Et ça dure combien de temps ? Ça peut durer jusqu'à 6 mois en tout dans la durée. Et un épisode, ça dépend un peu du niveau de lecture et de l'envie de l'enfant, mais ça peut durer de 3 à 5 heures, quoi. La moyenne, c'est 4 heures, ouais. 4 heures ? Ils ne sont pas impatients tu ne peux pas accélérer le process ? On ne peut pas accélérer le process. On y a réfléchi, en fait. On s'est dit, est-ce que s'il y a des enfants qui vont super vite, on ne ferait pas tout pour qu'ils en reçoivent 2 par mois, etc. En fait, non. Parce que c'est scientifiquement prouvé qu'en fait, c'est que dans la patience, c'est pendant la patience, le laps de temps d'attente, que l'imagination prend tout son sens et que l'enfant se met vraiment à imaginer ses propres scénarios, qui prend toute possession de sa place d'enquêteur, d'enfant espion, etc. Donc, on se tient à un épisode par mois.
sans accélération. C'est ça qui fait la magie. C'est génial parce que je peux enchaîner sur justement votre vision un peu sur la famille, le social, l'environnemental. On reviendra aux produits plus tard parce que vous le verrez, chères auditrices, chers auditeurs, il y a plein de... Enfin, il y a d'autres produits qui sont sortis depuis, des one-shots, des produits qui s'adressent aussi aux plus jeunes. Il y a différents univers parce que le premier épisode, c'était sur quel univers ? L'espace, et maintenant il y a... Il y en a plein, il y a la mythologie grecque, la nature et les insectes, les sciences et la magie. En fait, on traite différentes thématiques, plutôt universelles et naturalistes et non genrées en plus, mais toujours dans l'univers de l'Académie des enfants espions. Ça, c'est le propre de notre... Non genré. On est un ou une aventurière. Exactement. Ça s'adresse ni spécifiquement aux petits garçons ni aux petites filles. D'ailleurs, on a inventé une héroïne qui s'appelle l'agent Astro, qui a un prénom qui n'existe pas. Si, il y avait un petit robot. Pour les plus vieux d'entre eux. Un petit mélange entre Astrid et Margot. Ah, ok. Un petit ego trip. Okay. En tout cas, tout ça pour dire que cette héroïne, elle est elle n'est pas très ouais, voilà. Et je disais, ça rejoint un peu votre vision de la famille, de la société, de l'enfance. Oui. On est un peu parti de la vision partagée avec Astrid. On vit dans un monde qui va hyper vite, qui va de plus en plus vite, il y a une accélération technologique, etc. On vit dans un monde qui n'est pas toujours rose, on s'en rend vachement compte là depuis le post-Covid. Il y a un sentiment un peu d'anxiété planant, enfin c'est pas génial. Et ça touche les adultes, mais ça touche surtout de plein fouet les petits êtres qui vivent à côté de nous et qui entendent tout et voient tout sans qu'on s'en rende compte, les enfants. Remettre du temps un peu long, couper cette accélération permanente et surtout permettre aux enfants et aux familles d'avoir des petites lunettes roses sur l'avenir et sur les opportunités, leur redonner le goût d'être un peu aventurier, etc. Ça, on a le sentiment que c'est pas juste du nice to have pour la société, c'est primordial parce que les enfants, c'est les adultes de demain, que demain, a priori, on a 2-3 challenges dans l'histoire de l'humanité à surmonter et que si on n'a pas envie d'avoir là une horde d'enfants et d'ados qui deviennent des adultes complètement paralysés par un monde qui va mal, c'est maintenant, c'est quand ils sont petits qu'on bosse, à leur donner confiance en eux, à leur faire voir des futurs possibles, agréables et envisageables, et surtout à leur dire voilà, il y a des trucs à faire et vous avez les capacités de le faire. Soyez créatifs, soyez inventifs, pensez hors des sentiers battus. Et ça va le faire. Et en fait, on s'en est donné une mission, quoi. C'est vraiment notre mission en proposant nos enquêtes merveilleuses et poétiques. C'est vraiment de reconnecter les enfants à eux-mêmes, aux autres et au monde qui les entoure. Pour faire tout ce que vient de dire Margot, parce que les enfants, c'est vraiment les adultes de demain et que l'espoir, il est de leur côté, quoi. Et du coup, ce que te disait tout à l'heure Astrid là, sur le pitch de l'histoire, tu reçois ta lettre, etc. C'est pas juste pour faire rigoler et pour faire joli, c'est que tout est pensé pour avoir plein de petits Harry Potter en puissance, c'est-à-dire des gamins qui reçoivent une lettre parce qu'ils sont spéciaux, on reconnaît leur spécificité, on leur donne confiance en eux en leur disant mais en fait c'est ton regard à toi un peu bizarre, un peu chelou, tu traînes au fond de la cour avec ta capuche sur la tête et tes cartes bizarres, et ben en fait c'est génial parce que toi tu vois des choses différentes. C'est ces choses différentes qui font que tu as une valeur, que tu vas enrichir une enquête, etc. Et c'est cette vision créative différente du monde qui va permettre de résoudre l'enquête, sauver le monde. Comme Harry Potter, comme le Club des 5, comme Fifi Brin d'Acier, comme tous ces héros enfants, les gamins de Stranger Things. Voilà, c'est que des gamins qui, grâce à leurs yeux d'enfant, ça fait moins peur, mais c'est grâce à leurs yeux d'enfant qu'ils sauvent le monde et qui sauvent les adultes, parce qu'en fait les adultes sont plus capables à leur niveau de voir ce qui va pas. Il y a Voldemort qui est là au ministère de la magie, tout le monde s'en fout, enfin je veux dire, on est là, ah ouais d'accord. Et les enfants, eux, voient le problème. Et pareil dans Stranger Things. Donc c'est vachement intéressant comme narrative et c'est vraiment une narrative que nous on emploie beaucoup. Et du coup papier, carton, il y a de la technologie ? Non, pas proprement parler, mais en fait c'est technique quand même, le papier et le carton d'une certaine manière. La technologie réside plutôt dans le mode de distribution. Voilà, ok. Et on a recours de plus en plus à des mécanismes de la vraie vie un peu technologiques, si je puis dire ainsi, mais
qui relèvent du téléphone maximum, quoi. Donc on appelle quelqu'un. Du téléphone au sens appelé, téléphoner. Appelé, Okay. exactement. Il n'y a pas d'app, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de QR code à scanner, il n'y a pas d'app à aucun moment. Et nous, on propose des actions à faire dans la vie réelle, donc avec le courrier, c'est technologique, à sa manière, le téléphone dans le sens appelé. Écouter des histoires. Écouter des histoires à l'audio grâce à des podcasts. Ouais, alors on n'a pas parlé de ce produit, mais on enregistre fin novembre, sort bientôt, l'épisode sortira, vous l'écouterez, chers auditrices, chers auditeurs, début janvier, a priori. Mais il y a, du coup, pour cette fin d'année, un calendrier de l'Avent qui... donc on parle au futur parce qu'on enregistre avant que l'Avent ait commencé, mais qui fonctionne avec des petites histoires à écouter, des podcasts. C'est même une grande histoire de 24 jours. Une grande histoire de 24 jours, ok. Ça, c'est une enquête très familiale à partir de 6 ans et vraiment pour toute la famille. Et le concept, c'est une grande enquête de 24 jours à écouter et à résoudre et à construire même, parce que on vous propose une boîte magnifiquement illustrée, hyper illustration qui est en fait qui est truffée d'indices et de messages cachés. Et chaque jour, on écoute environ 5 minutes d'épisode, à la fin duquel il y a une énigme à résoudre grâce au décor qui est fourni. Génial. Et donc avec un rythme quotidien sur l'espace. C'est le petit rendez-vous des familles. Et puisque du coup l'épisode sera diffusé en janvier, on fait aussi d'autres enquêtes qui font appel à ce genre de procédé, comme par exemple l'enquête de 7 jours. C'est exactement le même principe que le calendrier de l'Avent, sauf que pour c'est les vacances, pour les petites vacances. Ok, super. Et il y a aussi des one-shots maintenant. Complètement. Qui fonctionnent comment ? Donc on a développé un catalogue, donc toujours sur le même fil rouge qui est l'enquête interactive et immersive mais sans écran pour les enfants et leurs familles. Et donc en ce sens, on a développé des calendriers de l'Avent, l'enquête de 7 jours, je viens d'en parler, mais aussi une enquête qui s'appelle l'enquête aux 1000 chemins, qui prend plutôt la forme d'un livre-jeu aux scénarios multiples sur le thème de la mythologie grecque, pour le coup, avec pareil des augmentations, avec des numéros de téléphone à appeler top secret qui nous permettent d'avancer dans l'histoire, etc. Des manipulations concrètes, il y a des pages qui sont cachées, scellées, il y a des pages à plier, il y a des pages à regarder à une certaine hauteur, sous un certain angle pour se rendre compte de différentes choses. Et qu'est-ce que j'oublie ? Mais oui, notre grande nouveauté de l'année, les mini-enquêtes. Ça, c'est des enquêtes pour les enfants qui ne savent pas encore lire, destinées plutôt aux 4-6 ans. Les mini-enquêtes avec un Z. Exactement. Pour les 4-6. Et du coup, c'est à faire avec un parent ? Plutôt en lecture accompagnée, effectivement, mais toujours dans notre... on en parlait tout à l'heure, sur notre vision des choses, d'inciter les enfants à oser prendre les devants, prendre des initiatives, etc. Donc à 4 ans, c'est mieux de se faire lire des textes par ses parents, mais tout en développant, en allant vers ce genre de comportement pour aider les enfants à s'exprimer et être pleinement qui ils sont. Cool. Et on a aussi une super enquête anniversaire qui, pour le coup, permet aussi d'animer un groupe d'enfants dans une grande enquête qui va les embarquer dans un imaginaire un peu fun plutôt que de les laisser devant une console tout l'après-midi. Je fais une parenthèse, mais je faisais la réflexion sur ce que tu disais tout à l'heure, le monde pas très drôle dans lequel on vit. Moi, j'ai une habitude de vieux, peut-être, ou qui est un héritage, mais il y a la radio le matin à la maison. Et je pense que c'était début octobre où il y a dû avoir un relan de Kazakhstan et d'Arménie. Ça parle de l'Ukraine et ça parle évidemment de Israël-Palestine et de l'attaque du Hamas. Et je me suis dit, putain, mes gamines qui, mine de rien, enregistrent ça en toile de fond, ça doit bien aller s'imprimer quelque part dans leurs esprits. Ouais, c'est pas... alors c'est la vie, hein, mais peut-être qu'il y a mieux à offrir, quoi. Je referme la parenthèse. Super, on est en 2018, rencontre chez Ticket for Change. Vous lancez donc le premier produit, la première aventure qui se fait du coup par courrier sur un modèle par abonnement dès le départ. Dès le départ. Ok. Site web, en boutique, sur les marchés de Noël. Alors, on aurait voulu que ce soit un site web, sauf que c'était tout pété et il n'y avait pas trop ni de trafic, ni de conversion. Mais il y avait un site web. Il y avait un site web, oui. Okay. Il avait le mérite d'exister. Qui avait le mérite d'exister et on a fait une vente, je crois. Et en fait, on a eu la chance... donc, on a fait notre lancement produit, franchement, dans un temps record, presque absurde avec le recul. C'est-à-dire qu'on s'est tapé dans la main avec Margot en septembre sur « Ok, on s'associe, on voit si peut-être on s'associe si ça marche ». C'était... fin septembre, déjà bien tapé. Ça faisait combien de temps que vous travailliez ensemble ? On ne travaillait pas ensemble, en fait. On se côtoyait dans le cadre de Ticket for Change et ça faisait 3 mois qu'on se connaissait.
On a commencé Vous connaissiez à travailler depuis 3 mois, ouais. ensemble fin septembre. Fin septembre 2018. Et on s'est dit, OK, donc là, il y a un enjeu qui est Noël. Si on veut lancer un jeu pour enfants, c'est maintenant. Donc, entre le moment où on s'est tapé dans la main, c'était sur le bord du canal Saint-Martin, je m'en souviens comme si c'était hier, et le lancement produit, il y avait même pas 2 mois, quoi. Okay. Et il fallait écrire une histoire, la produire, proposer une offre, packager quelque chose, voilà. Et la vendre. Et la vendre. Mais tout ça ne s'improvise pas? Bah, on a improvisé. Ok. On a improvisé sur des bases quand même construites par Astrid en toute humilité pendant 1 an. Donc il y avait déjà un gros travail de fond. Elle avait mené pas mal d'études auprès d'un style de parents, des entretiens. Oui, j'ai demandé, vous parlez à des experts, vous vous faites accompagner sur le... Ouais. Ok. Et ouais, t'avais fait un taf préliminaire qui était quand même énorme. Elle animait en événementiel des chasses au trésor, en fait, qui étaient vraiment les prémices de ce qu'on faisait, donc des enquêtes chasses au trésor avec des groupes d'enfants. Donc il y avait déjà tout un tas de concepts, d'énigmes, etc., qui avaient été testés, validés, approuvés, et on voyait où ça pouvait mener. Ce qu'aimaient les enfants, ce qu'aimaient pas les enfants, là où on accrochait leur attention, là où on les accrochait pas. Donc sans ce taf préliminaire, c'est sûr que on commercialisait rien du tout en décembre. Mais cette base énorme existant, voilà, ça résume très bien notre duo. J'ai dû dire à Astrid, on doit commercialiser en décembre parce que sinon on attend 1 an de plus. Astrid m'a dit non, impossible. J'ai dit si Astrid, c'est possible. Elle me dit ok, alors c'est possible. Et donc du coup, voilà, moi c'est un peu mon rôle. Je lui fais croire depuis maintenant 5 ans que tout est possible. Elle me dit d'accord alors. Et puis du coup, elle réussit à le faire, ce qui est vachement bien. Et du coup, notre duo a commencé à ce moment-là. C'était hyper clair sur la répartition des rôles, c'est-à-dire que moi, j'ai dit ok, ça va marcher à condition que je mette vraiment ma casquette écriture, créa, produit à donf pendant les... C'est ta formation ou même pas? Non, non, t'as fait moi j'ai l'EM, fait du design. non, ok, j'ai fait d'accord. Une école d'art et puis après, un peu par hasard, je suis arrivée dans une formation entrepreneuriale qui ne m'allait pas du tout. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Et pourtant, tu finis quand même entrepreneuse. Ouais. Un gros malentendu, mais finalement qui me rend très heureuse. Exactement. Donc tu mets ta casquette. Je mets ma casquette créa produit, et en fait, l'arrivée de Margot m'a permis d'aller à fond sur le produit, pendant que Margot a brillamment proposé des offres. Elle a repris la main sur le site tout bancal qui existait avant. Et voilà, on y allait comme ça, quoi. Et donc dans la foulée, c'était hyper euphorisant parce que on a gagné un concours, voilà. Et surtout, le 1er décembre, donc on avait beau avoir un site et à peu près un début de produit, il fallait le vendre. Donc on est allé sur un marché de Noël à la Fondation d'Auteuil, dans le 16e. On a eu une place dans ce marché qui durait 10 jours. On y allait tous les jours, de 9h à 21h, tous les jours. Et on a vendu tout notre stock. Du premier mois. Du 300 épisodes du premier mois, 300 qu'on avait réussi à faire produire. Du 1er au 15 décembre, en direct. Et en fait, on vendait aux gens, je sais pas s'il faut le dire ça, mais c'est quand même rigolo. On vendait aux gens des abonnements ou des packs 6 mois, donc 6 mois d'aventure, sur un produit dont le seul morceau qui existait était l'épisode 1. Oui, j'allais le dire, ton enjeu sur ces 2 mois, septembre-décembre, c'était d'écrire peut-être la trame des 6 mois, mais le premier épisode complet. Et ensuite, il fallait le produire, du coup. Ouais, non, alors, c'est quoi? C'est un livret? C'est du carton? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce premier Il y avait beaucoup de papeterie. Ouais. Et du coup, ça c'est pareil. On a fait produire, j'avais fait les calculs, je crois que ça nous coûtait par unité un truc genre 24 € parce qu'on faisait produire sur... les solutions en ligne que tu utilises pour le mariage, faire des cartons, des machins, etc. Donc, ils coûtent hyper cher à l'unité, pas du tout des trucs que tu industrialises par la suite. Mais en fait, c'était pas l'enjeu. Enfin, l'enjeu, on s'en foutait d'être rentable sur ces premiers... On était rentable à genre 2 €. C'était de produire vite, bien, commercialiser, se confronter du coup à un public captif. Alors en plus, dans le 16e, t'as pas forcément, tu vois, trop la notion de prix tout de suite. Donc bref, parler du produit, et voir si ça plaît ou pas. Et en fait, on se disait, voilà, on en a 300 à vendre. Si on vend les 300, c'est que ça marche, c'est qu'il y a un public, c'est qu'il y a un truc, et on y va à fond. Si ça marche pas, tant pis, on repense au truc, on fait différemment. Et donc, on a fait un peu notre mini preuve de marché comme ça, et on s'est lancé
voilà, à fond. On s'est couché le lendemain de Noël vraiment épuisée mais heureuse parce qu'on s'est dit ça marche. Les 300 sont écoulés. Les 300 sont écoulés et du coup derrière, on s'est lancé dans 6 mois de frénésie totale parce qu'en fait il fallait produire un épisode par mois. Et puis on s'est associés aussi. On s'est associés, ça marche. Et on s'est mariés. C'est voilà. ça. Intéressant. Donc de la papeterie, t'as dit, sur une boîte. Vous les vendez, l'abonnement, il est à combien ? Il était à l'époque, on vendait que de l'abonnement sans engagement à 25 € par mois. Et on faisait des formules de pack. Sans engagement, mais il vaut mieux faire les 6 mois ou tu peux le faire si qu'est-ce qui se passe si tu t'arrêtes à 3 ? Alors si tu t'arrêtes à 3, c'était un enjeu, enfin c'est toujours un enjeu d'ailleurs qu'on continue d'avoir, c'est d'avoir une fin d'histoire à chaque épisode. Donc en gros, le scénario, je parle un peu à ta place parce que c'est Astrid qui produit, mais un des gros enjeux de scénario, c'est d'avoir un scénario qui se construit comme un escalier. C'est-à-dire au tout début de l'enquête, on dit pas aux enfants il y a un meurtre et tu apprendras grosso modo qui a tué qui au bout de 6 mois. Non, pas du tout. C'est voilà un début d'enquête. Et en fait, comme tout début d'enquête, tu as des indices, tu tires une petite ficelle et puis tu arrives à une conclusion. Okay. Et en fait, cette conclusion t'amène à un autre palier de l'enquête. Ok, et donc ça, tu peux t'arrêter au bout d'un mois. Exactement, parce que l'idée, c'est de se dire que potentiellement, j'en sais rien, moi, c'est ta tata qui t'a offert ça, et puis voilà, tu as fait tes 3 mois d'enquête, c'est génial, et à la fin, tu as une lettre qui te dit, voilà, bravo, tu as découvert ça, ça, ça et ça, l'enquête est maintenant rondement menée, et à bientôt pour une nouvelle enquête. Ok. Tu vois que je lève les yeux, pas au ciel, mais je réfléchissais, je regardais dans le vide au Kudak et du coup à ton économie, ou en tout cas à l'importance de tirer sur la durée, parce que j'imagine que c'est là que tu fais de la marge, mais ça c'est une autre question, mais une question importante. Je l'ai pas dit en intro, mais donc ça fait 5 ans que c'est lancé, on est en 2023, vous faites 1,5 million, 1,4 million cette année. Ouais. Une belle croissance. En autofinancement un peu de Friends and Family, de Friends tout court. D'ailleurs, c'était même pas un Friend, mais on en parlera tout à l'heure, avec une levée l'année dernière en 2022 pour aller un peu plus loin, un peu plus fort. Ok pour cette première histoire, vous vous tapez dans la main en décembre en disant c'est cool, on a écoulé le stock, on arrive à bosser ensemble. Il y a encore 5 mois à écrire, du coup, enfin 5 épisodes d'histoire. On est aujourd'hui en 2023. Vous avez listé tout à l'heure les produits qui sont maintenant disponibles sur Encaval, mais la boîte a bien changé. J'aimerais bien revenir maintenant sur 5 ans plus tard, la création des histoires et le modèle que vous avez. J'imagine que ça s'improvise pas. Il y a aujourd'hui 5-6 produits, je sais plus, je les ai pas comptés, avec à chaque fois plusieurs univers. Ça fait masse d'histoires à raconter. Oui, complètement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a l'univers chapeau, on va dire, à tout ce qu'on écrit. C'est l'Académie des enfants espions, dans lequel on retrouve toujours l'agent Astro, qui est notre héroïne, dont je parlais tout à l'heure. En fait, on a différents processus d'écriture et différentes manières de créer des histoires. Au début, on y allait un petit peu au feeling parce qu'on n'avait pas forcément de retour ou de matière. C'est ça, des retours utilisateurs très parlants, très probants. Voilà. Donc, on y allait un petit peu au feeling. Ça tombe bien parce que ça a quand même plutôt bien marché grâce à nos différentes inspirations. Margot comme moi, on est assez fan de littérature jeunesse. De tout ça, donc ça nous a bien nourris. Et en fait, aujourd'hui, on se nourrit donc de notre communauté qui nous demande très concrètement des choses, des thématiques, mais aussi des modèles. Donc on s'inspire d'eux très largement pour proposer non seulement des concepts d'enquête, mais aussi des histoires ou des scénarios, des mécaniques, des thématiques. Et alors, je sais pas ce que c'est exactement ta question, mais... Non, mais quel est le système de production aujourd'hui ? Quelle est l'organisation ? Enfin, comment est-ce que vous... Interne. En interne. En fait, on s'est rendu compte que... une de nos valeurs ajoutées, je pense, dans notre boîte, c'est la création de contenu. Je pense qu'on se différencie grâce à ça. Vous êtes une maison d'édition, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Exactement. Ouais. Et on est auteur. Et vous êtes auteur. Exactement. Nous-mêmes. Et on a essayé plusieurs fois d'externaliser. On avait un peu le rêve de dire, on va faire de l'appel à projet, on va avoir 2, 3, 4 concepteurs-rédacteurs, on va les faire produire de l'enquête, etc. Nous, on donnera une thématique et puis après, ça déroulera. Et en fait... ça marche pas. Ça marche pas du tout. Enfin, à chaque fois, on est déçus. Ça nous est arrivé plusieurs fois de tout reprendre derrière. Ça nous arrivait à chaque fois de tout reprendre derrière.
Je pense qu'on est assez exigeante en termes de contenu, Margot comme moi. Enfin, on est un peu des maboules. En fait, des fois, on se dit qu'on fait de la dentelle, des histoires dentelles. On veut pas faire du contenu qu'on trouve dans n'importe quel cahier de vacances ou cahier d'activité ou n'importe quel magazine. On a une charte éditoriale très forte et très affirmée qui, du coup, fait, à mon avis, qui est pour quelque chose dans notre valeur ajoutée. Et en fait, ça passe par une exigence très pointue sur notre contenu, à la fois sur l'aspect vraiment éditorial, le texte, le ton, les messages qui sont faits passer, les doubles niveaux de lecture, etc. et dans l'identité graphique et artistique. Donc je suis principalement garante de toute cette image. Et donc voilà, tout ça pour dire que ça passe beaucoup par une écriture interne, parce que ça permet de répondre à nos plus hautes exigences. Compris. Alors je pose une question peut-être un peu candide, mais vous êtes une maison d'édition, c'est un statut, ça existe, ou c'est une SA ou une SARL comme C'est une SAS. Ok. Et ouais, classique. Et après, donc on se dit maison d'édition. Il n'y a pas un. On s'autoproclame maison d'édition, et après on dépend du coup de la convention collective des maisons d'édition. La spécificité de notre maison d'édition, c'est que contrairement aux maisons d'édition plus classiques, c'est qu'on n'édite pas des auteurs externes. On s'auto-édite. Tout est fait en interne. Ouais, exactement. Donc le modèle initial, c'était par abonnement. On a dit aujourd'hui vous avez des produits en one shot, et il y a un gros changement aussi depuis un an, c'est que vous étiez en D2C, en direct to consumer. Vous vendiez via le site web depuis le début. Depuis un an, vous avez lancé la distribution avec des distributeurs. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui. J'imagine que c'est toi, Margot. On a fait En fait, on a eu la chance d'être contacté par Nature et Découverte en 2021. Au moment où on ne faisait pas du tout de distribution, et on n'avait pas de jeu à l'époque qui était vraiment facilement distribuable en retail. Et l'idée a un peu germé de cette première conversation, à laquelle on a gentiment dit non, mais plus tard, quand on se recontactera, ça sera pour faire un truc vachement bien. Et donc voilà, comment l'idée du retail est née chez nous. On trouvait ça vachement sympa de rendre l'expérience d'achat aussi concrète que tout le reste de notre vision du monde concret. Et donc on a cherché des distributeurs. On bosse maintenant avec 2 distributeurs, BlackRock, qui est un distributeur de jeux de société, et Popic, qui est un distributeur de jeux pour enfants. Et ces 2 distributeurs combinés permettent de mailler le secteur pour nous, et donner du coup nos produits à la fois donc sur du haut de funnel à des gens qui ne nous rencontreraient jamais en fait en ligne autrement, en étant par exemple chez Cultura, à la Fnac, à Nature et Découverte, et dans des concept stores où on aura plutôt des personnes qui sont déjà acheteuses en cavale, qui nous retrouvent et qui peuvent voir les jeux en direct avant de les commander en ligne. Ça, c'est vachement bien. Et chez Monoprix aussi. C'est ça, hein, ouais. Ça, je fais une parenthèse sur Nature et Découverte, que j'ai invité 50 fois sur le panier, qui a été souvent précurseur dans la découverte de produits ou la distribution de produits. Je sais pas, l'Uni, par exemple, qui avait gagné un concours Nature et Découverte, si je dis pas de bêtises, avant d'être distribué par Nature et Découverte. Donc je vous réinvite. J'ai échangé avec plusieurs personnes de chez vous, mais ça n'a jamais vraiment rien donné, parce que c'était pas le bon moment ou pas la bonne personne. Nature et Découverte, spécialiste de dénicheurs pour des produits non consensuels. Exactement. Non consensuels. Ouais, c'est ça. Jamais vu avant tout le monde. Et c'est exactement comme ça qu'ils nous ont contactés. C'était vraiment en disant, vous faites un truc non consensuel. C'est pas... À l'époque, le jeu, quand même, c'était le jeu d'abonnement par courrier, etc. Donc, qui n'était pas facilement retailisable. Je sais pas si c'est un mot, mais voilà. Et c'est ça qui les a fait rêver. Donc, c'est chouette, en fait. C'est des belles collaborations. On n'achète que physiquement le premier épisode d'une aventure. Alors, on ne peut pas acheter l'épisode 3. En physique, on achète principalement les jeux en one-shot, parce que ça marche vraiment bien. Et le jeu, du coup, l'enquête par courrier, on achète l'épisode 1 et on commence l'enquête. Oui, j'ai pas posé la question. On ne peut pas rentrer sur l'épisode 3. Non. On commence par l'épisode 1. Okay. Et d'ailleurs, en ligne, c'est pareil. Quand on commande, on commence. On commande l'épisode 1. Et du coup, dans cette part de distribution, quelle est la part des produits sur abonnement et des produits one-shot ? Principalement du one-shot. Principalement du one-shot. Et dans votre CA, quelle est la part du one-shot ?
Alors, je vais répondre en 2 temps. La part du retail, c'est 20%. Ouais. Et la part du one-shot, cette année, ça va probablement monter. Je suis en train de faire les chiffres de ma tête. Ça va probablement monter à 45%. Ok. Mais c'est assez nouveau parce qu'en fait, on a étoffé le catalogue produit très récemment. En fait, depuis 1 an. On a lancé le calendrier en 2021. Et ça, c'était le premier produit annexe. Mais en fait, c'est la première année où on a plus de 2 produits sur notre site. Donc, on a fait une grosse accélération, des gros investissements produits là, très récemment. Donc, en fait, c'est tout nouveau, cette part de one-shot. Et il y a un double enjeu. Il y a un enjeu d'expérience pour les clients parce qu'en fait, possiblement, on touche d'autres typologies de familles, d'autres typologies d'enfants, etc., etc. Mais il y a aussi un enjeu business qui est intéressant et dont on répondra à la question l'année prochaine, c'est est-ce qu'on arrive plus facilement à faire de l'acquisition avec des jeux one-shot, avec d'ailleurs des concepts peut-être un peu plus rapide à comprendre. Un calendrier de l'avant, c'est un calendrier de l'avant. Une enquête anniversaire, bon, il n'y a pas besoin de faire 10 000 explications pour comprendre à peu près à quoi ça va servir. Là où une enquête par courrier, qui se suit dans le temps, etc., c'est un petit peu plus complexe. Et puis des produits moins chers qui permettent possiblement aussi d'entrer dans l'univers. Exactement, de passer le pas en se disant, bon, bah voilà, c'est un jeu à 22, 25, 30. Je sors la carte bleue et je teste en cavale. Est-ce que voilà, ce pari-là nous fait faire derrière du réachat, embarque les familles qui trouvent ça génial sur de l'abonnement? Pour l'instant, le pari est gagnant, mais c'est un pari qui est encore... on a de la vision pour l'instant sur moins d'1 an. Donc, mais tu arrives à suivre, à traquer ton taux de transfo d'un one-shot vers de l'abonnement? Ah oui. Alors, du coup, avec tous les... Enfin bref, e-commerce classique, hein, pour le coup, on suit... nous, nos KPI, c'est de la lifetime, du réachat, du retain. Et quelqu'un qui achète... Alors, j'ai acheté tout à l'heure, en préparant l'épisode, le calendrier de l'avant, mais on ne m'a pas demandé si j'avais déjà consommé avant. Non. Typiquement, quelqu'un qui aurait acheté un one-shot chez Nature et Découverte, qui se dit c'est génial, moi, les enfants, ça leur a plu, et qui ensuite va s'abonner, tu le sais pas aujourd'hui? Alors, on le sait plus ou moins. On a une petite technique très technologique de cartes dans les jeux qui sont distribués en retail, des cartes merci, qui réexpliquent qui est en cavale, ce qu'on fait, pourquoi, la vision du monde, etc. Et qui propose par un système de QR code d'obtenir un jeu supplémentaire gratuit, téléchargeable en PDF, un entraînement à l'espionnage, un truc super chouette. Qui nous permet de récupérer une information capitale qui est l'information client. Et donc à ce moment-là, on récupère ton mail, on raccroche les wagons. Donc par exemple, si tu as déjà été client, on se rend compte que tu as été client puis que tu as aussi acheté chez Monoprix, donc super, tant mieux pour toi. Et donc du coup, ça nous permet derrière, la prochaine fois qu'on va te proposer potentiellement un jeu par email, par newsletter, de pas te proposer un truc que tu as déjà acheté par un bout ou par un autre. Ouais, et là, pardon, je l'entends dans ce que tu dis sur le one-shot, mais en vrai, tu m'expliquais aussi tout à l'heure quand on prépare l'entretien que si j'achète l'épisode 1 d'une histoire, en physique, en retail, il y a un accès, il y a une page spécifique pour m'abonner et passer à la suite. Et donc, tu es aussi capable, j'imagine là, de traquer cette espèce de taux de transfo de j'ai acheté un épisode en retail et je m'abonne ensuite. Ouais, complètement. Et après, franchement, le système est incitatif un peu dans les 2 cas, c'est-à-dire qu'à la fois, on te dit, bah voilà, si tu as envie de creuser cette thématique, tu as acheté l'épisode 1 d'une enquête sur l'espace, si tu as envie de creuser cette thématique de l'espace, il y a plus de missions dans cette enquête qui sont disponibles en ligne. En revanche, si tu as envie de commencer une nouvelle enquête sur les insectes, les fonds marins, les sciences et la magie, ça existe aussi, et ça existe aussi d'ailleurs chez ta boutique ludique du coin qui va te proposer une nouvelle, d'embarquer dans une nouvelle aventure. Ok. Cultura, Fnac, Monoprix, Nature et Découverte, des concept stores, des librairies. Monoprix, c'est le plus grand public, j'imagine, dans cette liste. Cultura, c'est très province, si je dis pas de bêtises. Ils ont peu de magasins parisiens, c'est ça? Alors, ils ont vraiment les deux. Ils ont des Cultura qui sont très... Non, mais c'est assez... Je sais pas ce qui est le plus grand public. Peut-être Cultura, hein. Et Monoprix, c'est dans combien de Monoprix que vous êtes distribué? C'était une mauvaise question. C'est plutôt quelle est la chaîne qui représente le plus de points de vente? Voilà, je vais poser la question comme ça. Tu le sais? Je dirais Fnac. Monoprix, vous êtes dans quelques Monoprix ou c'est le... Quelques Monoprix. Ouais, c'est ça, ok.
Et du coup, ça fait 1 an que vous avez lancé le retail wholesale. Des premiers apprentissages. Donc, tu m'as dit que ça contribue à 20% de votre chiffre d'affaires, Oui. c'est ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager, des conseils que tu peux donner? Je dirais à la HO et de mon point de vue direction artistique et produits purs, ça a changé tout du point de vue des packaging. En fait, quand on vend en ligne un produit, T'as un client captif, il est venu pour toi. Exactement. En fait, nous, jusqu'à alors, on vendait des enquêtes principalement dans des enveloppes. Des très jolies enveloppes, hein, avec des paillettes et tout. Mais en fait, une enveloppe dans un magasin, ça marche pas. Et on comprend pas. Et quand on vend en ligne, on a toute la place qu'on veut et des vidéos qu'on peut mettre pour expliquer nos concepts, aussi farfelus soient-ils, ou originaux, ou non consensuels. Et en magasin, en fait, il faut que la boîte parle. Parce que nous, malheureusement, on n'a pas le pouvoir d'être partout à la fois et d'expliquer nos enquêtes quand on est en magasin, quoi. Et donc, il faut que le packaging parle de lui-même. Et donc, cette année, j'ai passé un temps, je compte même plus les heures et les heures et les heures et les heures que j'ai passé à faire, et surtout à refaire et refaire et refaire. Et je continue à les refaire, les packaging, pour expliquer le mieux possible le contenu des boîtes et des concepts. Et en fait, c'est un travail hyper intéressant. J'adore faire ça. Parce qu'en fait, on se nourrit des retours des acheteurs et des clients finaux. Je fais exprès de mettre dans les mains des gens la boîte pour voir ce qu'ils disent. Avec des gens qui ne me connaissent pas, des gens sans affect, etc. Et en fait, on est hyper directement confronté à ah, mais c'était une enquête pour un anniversaire. Ah, mais j'avais pas du tout compris. Je pensais que c'était pour l'anniversaire d'Ancaval. Enfin, voilà. Donc, en fait, on se rend compte hyper concrètement de ce qu'il faut améliorer. Donc, on change le message, le contenu. Ah, bah, finalement, sur la face avant, on va mettre ci, ça, etc. Et donc, ça, c'est un travail de fond qui est toujours pas fini. Et apparemment, c'est normal. Et donc, déjà, d'un point de vue DA et identité graphique et donc packaging, tout a changé. On a tout refait en 1 an, là. Ok, bon, important à avoir en tête, chers auditeurs, mais quand tu passes effectivement en wholesale, ton packaging, il faut le penser comme comment est-ce que je sors du lot dans un rayon. Il y a des trucs un peu techniques auxquels il faut penser. Il faut pas que ça prenne trop de place en linéaire. Il faut que ça capte l'œil. Il faut que ça tienne debout. Il faut que ça tienne il faut debout. que ça soit plutôt en format portrait que paysage, pour pas que ça prenne trop de place et laisser la place aux autres produits. Tous ces petits trucs auxquels on pense pas forcément quand on fait du e-commerce, quoi. Je crois que c'est Yad aussi, les collants, comment on dit, qui ne se filent pas, qui est passé il y a quelques semaines, c'est Déborah, dans le panier, qui me disait aussi que des trucs cons, mais un truc pour pouvoir accrocher, tu sais, dans ton packaging, un truc pour pouvoir passer je sais pas comment on appelle ça, le machin qui le permet de suspendre en rayon. Voilà, ce genre de petits détails auxquels qu'il faut pas oublier. Ça, c'est sur la partie packaging, sur la partie business et négociation avec les distributeurs, avec les... Sur la partie business, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même des ventes où alors tu peux célébrer la vente, mais en fait, c'est pas du tout le bout du chemin, parce que toi, tu as vendu à un acheteur nature et découverte, etc. Mais derrière, c'est quand même le client final qui doit vider les rayons. Et donc, si à la fin, de la grand-messe de Noël, les rayons sont pleins, l'année d'après, tu comptes pas là-dessus. Donc, c'est vachement intéressant parce qu'il y a tout un travail post-vente d'accompagnement de la vente finale. On a donc Juline de notre équipe qui s'occupe principalement de ça. L'année dernière, est allée avec son petit bâton de pèlerin et son téléphone parler à je sais pas combien de vendeurs nature et découverte. Parce qu'en fait, c'est vraiment... le vendeur final qui fait ta vente. Et si dans le rayon Cultura, Fnac, Nature, enfin, n'importe où, en fait, le gars, il a adoré ton calendrier plus que celui d'à côté, il va le vendre. Et voilà. Et ça, en fait, t'as vite plus la main dessus. Donc, c'est un gros enjeu. T'as aussi un stock à créer pour tes points de vente qu'on te demande. C'est quand même aussi du BFR à avancer. D'ailleurs, ça fait partie des sujets de la levée de fonds. Le lancement wholesale ou pas? On en parlera après, mais on peut en parler maintenant. Mais... Pas tant. Ok. Pas tant. Ok. Vous me raconterez. Vous êtes aussi sur Amazon via BlackRock. Oui. Ok. Et est-ce que ça fait... Donc ça, tu le comptes pas tu le comptes dans les 20% wholesale, mais pas dans les 80% en D2C? Non. Ok, très bien. C'était une question, une négociation avec eux. C'était ok. Ça cannibalise les ventes en ligne. Alors c'était une énorme question parce que nous, on n'était pas, enfin oui, on va dire en toute transparence, on n'était pas hyper partante pour tout un tas de raisons
bon, là, je ne peux pas rêver de vendre Amazon. Ouais, voilà. okay. Et donc, après quelques mois, la réponse est non, ça cannibalise pas. Donc, c'est pour l'instant un non-sujet. Est-ce que ça le sera sur du temps long ? Peut-être pas. Mais en fait, ça, c'est peut-être plus largement, au-delà d'Amazon ou pas Amazon, la question d'avoir des distributeurs. C'est qu'en fait, jusqu'à présent, on était chasse gardée, seul sur notre site à faire ce qu'on voulait, quand on voulait, comme on voulait. Et en fait, aujourd'hui, quand tu as une promo à la Fnac, 30 jours avantage chez Cultura, enfin bref, il y a toujours un truc. Et chacun, d'ailleurs, doit vider ses stocks avec ses impératifs. Et donc, c'est intéressant de se dire que d'un coup, dans Google Shopping, t'apparaît au milieu d'un tas de trucs, avec d'ailleurs pas toujours les photos que toi, tu as décidé pour ta DA. Et des réductions que tu n'avais pas forcément prévues. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. Mais après, c'est... Enfin, ça, c'est bon, c'est le jeu. On est clairement pas les seuls concernés. C'est le jeu pour tout le monde. Ouais. Et voilà, il faut jouer avec, quoi. Ok, hyper intéressant. En tout cas, vous ne retournez pas en arrière. La distrie, le wholesale, d'augmenter tes... Non, on retourne pas en arrière, on continue. En fait, c'est surtout parce que là, on est à notre première année, donc je pense qu'avant de tirer des grosses conclusions, va falloir laisser passer un petit peu. Et deuxième année sur Nature et Découverte, ça veut dire que l'essai a été transformé l'année dernière et qu'il le... Ok, très bien. Et d'un point de vue branding et présence de marque aussi, le retail nous apporte beaucoup. C'est difficile à mesurer, mais j'ai l'impression qu'on a une meilleure visibilité, on est un peu plus connus, les gens nous voient ou nous revoient, et du coup, ça peut les conforter aussi dans un achat peut-être qui sera fait sur Internet. S'il y a différents points de contact, ils nous aperçoivent, ils entendent parler de nous. C'est aussi rassurant. Pour peu qu'ils vous entendent en plus dans un podcast. Exactement. Donc, en fait, c'est chouette de pouvoir nourrir tous à la fois et tous se complètent, quoi. C'est le moment où tu te rends compte que ta tati, à Noël, est fière de toi. Tu vois, elle te dit oh, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait vu à la Fnac. Et là, c'est un peu la fame, tu vois. Et toi, t'es là, oh, vous êtes dans le catalogue de jouets de Monoprix 2023. Exactement. C'est cool. Et c'est vrai. C'est en français pour l'instant. Vous touchez l'international francophone, j'imagine. Est-ce qu'il y a des plans d'aller au-delà ? Bon, il y a des plans d'aller sur la Lune et Mars, mais... et en attendant non, bien développer le francophone à fond, parce qu'on a encore pas mal à faire en France et dans les pays francophones. Et c'est de manière contrôlée, volontaire ? Vous faites, en gros, est-ce que vous faites de l'acquisition sur la Suisse francophone, la Suisse romande ou la Belgique ? Très bonne question, parce que c'était complètement involontaire et incontrôlé pendant les 4 premières années. On s'est quand même rendu compte un jour, on atterrit un peu de temps en temps, qu'on faisait 16% de notre CA Belgique et Suisse. Non. Énorme. Ok. Sans rien faire. Et ouais. Et donc, du coup, là, on s'est dit, on va peut-être mieux cibler. Donc, non, c'est. Et aujourd'hui, ça représente quoi, du coup ? Et toujours à peu près pareil, c'est ça qui est rigolo, c'est que du coup, ça n'a pas non plus. 15 et 20, quoi, c'est ça ? Mais du coup, il y a une volonté typiquement de distribution wholesale dans ces pays-là. Okay. Donc, ça change aussi un peu la donne, ça change un peu le game. Et puis, pareil, là, je parle un peu à ta place, Astrid, mais sur les RP. On n'avait pas forcément une volonté RP sur ces pays au début, et puis maintenant on le pousse quand même vachement. On le pousse, on s'est retrouvé sur le plateau de RCF en Belgique sur l'enquête par courrier. D'un coup, on a eu un pic en Belgique. Et puis là, sinon, la Suisse commence à bien prendre suite à une bonne expérience de vente en ligne, une vente privée. Donc c'est pour l'instant très opportuniste. Et ça vient un peu tout seul. Et donc en tout cas, tout ça pour dire que sur le francophone, il y a encore beaucoup de choses à explorer et de gens à aller chercher. Ouais. J'en profite, je le redis, mais on adore cette enseigne. Personnellement, j'adore cette enseigne. Je crois que j'y vais toutes les 2 semaines, ne serait-ce que pour flâner. Nature et Découverte, je parle. Si vous avez des besoins, appelez-nous. On serait très heureux de bosser ensemble. On avait parlé à la personne qui était en charge de la Suisse. Je crois que c'est une entité à part. Ce serait vraiment très cool. Ok pour l'international, et tu as commencé à parler de PR, de RP, donc allons-y sur les différents leviers que vous avez en activation, en acquisition. Les RP, vous en faites depuis quand ? Depuis les relations de presse, pardon. Les relations presse, on en fait depuis presque le début. Donc ça faisait 6 mois qu'on existait, qu'on s'est dit c'est quand même important d'avoir une visibilité. Donc on s'est toujours fait accompagner par différentes personnes. Pourquoi avez-vous choisi de vous faire accompagner ? Je pense que quand on fait un business D2C,
Notre vitrine, c'est super, c'est ce qu'il y a de plus important. Et en fait, on n'a pas tellement, surtout en étant vendeur e-commerce, on n'a pas beaucoup de points de touche, de parler directement avec les enfants, les familles, etc. Et en travaillant nos relations presse, c'est une manière de se faire connaître, de créer petit à petit un lien avec la communauté, les futurs clients, et de rassurer aussi les gens. Et de ne pas leur parler avec nos mots à nous. Exactement. De mettre une distance professionnelle, en fait, sur le fait de parler de la marque En Cavale comme une marque installée et reconnue, avec des mots qui, d'une, parlent aux journalistes et qui font qu'il y a un écho. Et de deux, quand tu parles de ta marque, t'en parles avec le cœur, t'arrives sur le site. D'ailleurs, il y a des phrases qui sont plus ou moins de nous et qui te touchent ou pas, mais quand tu lis des trucs sur une marque dans un article, il y a une distance qui se crée et qui légitime aussi une marque. Et je trouve que ça, c'est un des aspects assez professionnalisants de bosser avec des PR. Ok, j'entends, mais tu peux parler de ta marque à la troisième personne comme si c'était et ne pas passer par un cabinet de PR qui va te prendre. Alors, je pose la question pour la raison suivante, c'est qu'on trouve tout et son contraire. Il y a des gens formidables, je sais pas, Colombe, qui vous amène sur le plateau du panier. Il y a cette première PR qui vous a fait passer sur Europe 1, c'est ça, le lendemain du jour où vous avez commencé à travailler ensemble. Ouais. Il y en a d'autres où tu as ton abonnement mensuel qui tombe 2, 3, 4, 5 000 et rien qui se passe ou pas grand chose. Ouais, ça nous arrive aussi. On dit souvent que c'est assez bien d'incarner. Alors, incarner ou non, pardon, mais de faire toi-même tu vas contacter des journalistes, c'est pas compliqué. Tu as leur nom, tu leur envoies une histoire, des éléments. En fait, si, c'est compliqué. En fait, moi, je trouve que tu payes pas une agence RP pour juste envoyer ton truc. En fait, pour incarner le truc, c'est pas ça. En fait, c'est un savoir-faire et c'est surtout un carnet d'adresses. Et c'est collaborer avec des gens, si tu les as bien choisis, qui ont confiance en toi, qui te représentent parfaitement. Mais en fait, ça prend un temps de ouf. En fait, toutes les moments des prémices d'En Cavale, avant que j'en rencontre Margot, etc. J'ai tenté, j'ai mis la main sur des tas de fichiers Excel avec des listes de journalistes, des noms, des numéros de téléphone et tout. Mais c'est chronophage. Incroyablement chronophage pour un résultat décevant, démoralisant. Et en fait, ça se paye. C'est des carnets d'adresses, c'est des relations. Nous, notre RP actuel, les RP, ce sont des professionnels de la relation publique. Et en fait, ça se travaille. Ça se travaille. Et c'est pour ça que moi, je suis pro-RP. Je pense que ce sont des efforts dont tu récoltes les fruits plutôt à long terme. Je pense que il est vain de collaborer avec des PR pour 3 mois. Ça sert à rien. Il faut que ça soit une relation de long terme. Au moins, minimum 1 an, si tu veux que déjà ton RP, il ait compris qui tu étais, quels étaient tes enjeux, qu'il parle parfaitement de toi, etc., etc. Et en fait, c'est un partenariat de confiance sur long terme. Donc moi, je suis hyper contente que depuis le début, on a investi là-dessus. Mais vous avez changé. On a changé, ouais. Plusieurs fois. Ouais, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi, en fait. Parce que la première personne avec qui on a collaboré, Charlotte, super nana, ça s'est super bien passé. Et en fait, on est resté avec celle avec qui, je le redis, le lendemain de votre signature, vous passiez sur Europe 1. Exactement. Ouais. Et en fait, on était aussi sous le prisme de la nouveauté. Pendant toute la durée de notre collaboration, on a quasiment exclusivement parlé que de la nouveauté produit. C'était notre axe d'attaque pour la presse. Nouveauté produit, l'enquête par courrier, par-ci, par-là, le nouveau thème, etc., le partenariat avec l'astronaute, tout ça. Et en fait, il y a eu un moment où on a atteint une espèce de limite, c'est-à-dire que c'était plus nouveau. C'était plus nouveau, et puis aussi, je pense que d'un point de vue axe d'attaque, pour creuser tel ou tel partenariat, etc., en fait, on a eu envie de passer une vitesse supérieure pour un peu hacker le game, aller parler à d'autres journalistes, une autre typologie de presse que lifestyle, famille, etc. Capter la presse avec d'autres messages et aller plus loin que juste En Cavale, jeu d'enquête. Donc on a changé, on a pris... donc c'était une indépendante la première, c'était vraiment, elle était top. Super bon rapport qualité-prix par rapport à nos besoins du moment, je la recommande. Et ensuite, t'as pas donné son nom, tu veux le donner ou pas? T'es pas obligé. Bouquet-Chache, Charlotte Bouquet-Chache. Coucou Charlotte. Et ensuite, on est passé par une succession de petites agences un petit peu moins efficaces. En tout cas, moi je me suis sentie moins à l'aise.
En fait, les RP, je pense que c'est efficace aussi si toi, en tant que dirigeante ou si tu es au pôle marketing ou communication dans la boîte, il faut un peu... il faut pousser quand même, il faut bien suivre et il faut pousser, proposer, etc. Et après, si tu travailles avec les bonnes personnes, ça se nourrit. Intéressant. On vous demande d'incarner la marque, j'imagine, quand il y a des interviews. Oui. Vous le faites à deux, c'est à tour de rôle, c'est quoi le... Ça dépend des sujets. C'est moi qui pilote le sujet PR. Ok. Et on se répartit les interviews selon un peu les sujets de prédilection. Moi, c'est plutôt du coup branding, produit, créa. Margot plutôt business, finance, développement, stratégie. Et après, c'est selon les disponibilités de chacune, les envies. Et puis là, du coup, pour aujourd'hui, on avait hyper envie de venir toutes les deux. Oui, c'est bien parce qu'on aborde plein de thèmes. Plein de thèmes à la fois business, à la fois marque, à la fois com. Ça s'y prête bien, oui. Et si je peux compléter avec ta question de l'incarnation, je sais pas exactement ce que j'ai envie de dire, mais je pense que Margot comme moi, on est possédés par la cavale, dans le sens où, moi j'utilise le mot picousé en général, mais possédé, ok. On est picousé, ça marche aussi, on est habité. Enfin, en fait, tous les messages qu'on met en avant, qu'on promeut, les valeurs, etc. En fait, c'est des valeurs qu'on promeut dans notre boîte, mais en fait, plus que jamais dans nos vies personnelles. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est quelque chose d'authentique, qu'on y met nos tripes, qu'on est heureuse de se lever chaque matin et que c'est une affaire qui roule jusque-là. Donc on incarne vraiment nos valeurs. Formidable. Et la marque. Et on est parlé de Charlotte Bouquet-Cash. Bouquet-Chache, pardon. Ça se trouve même avec une mauvaise orthographe, ça se trouve à Colombe, Les Petits Papiers. Colombe Sirot de Les Petits Papiers. Exactement, qui nous a mis en relation. Elle va avoir trop de clients après, moi je vais la garder pour moi. Alors, des apprentissages, des conseils. Maintenant que vous avez eu plusieurs expériences sur les RP, sur les RP, ouais, et les relations que vous avez eues avec ces différentes agences ou freelance. Moi, je préconiserais un contact très régulier, voire quotidien. Une communication, il faut changer si ça ne va pas. Une communication claire et permanente. Se faire confiance. Et dans les deux sens, en fait. J'ai eu quelques expériences de PR où je demandais ce qui se passait, puis finalement, mais fais-nous confiance. Mais ok, mais quand même, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc voilà, tout ça pour dire que... De la communication. Il faut communiquer avec un peu de transparence pour que ça fonctionne. Et je pense encore une fois que c'est des sujets importants. En tout cas, chez Encaval, vraiment, on regrette pas du tout. On reviendra jamais en arrière pour les PR. Et c'est des fruits qu'on récolte sur le long terme. Il faut un peu de patience. Il y a cette anecdote là où vous avez signé et puis le lendemain vous passez sur Europe 1. Il y a un autre fun fact pendant le confinement. Ah oui, le fun fact confinement, c'est on a, comme tout le monde, s'est retrouvé en mars le bec dans l'eau, à avoir notre atelier fermé, à plus pouvoir expédier nos jeux, enfin bref, à pas savoir ce qu'on allait faire de nos 10 doigts pendant les mois à suivre. Et on s'est fait un petit coup de fil de la déprime avec Astrid, où j'ai lancé l'idée de faire un jeu en PDF à télécharger et à imprimer, parce que voilà, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Un entraînement à l'espionnage, un truc sympa, voilà. Donc, moi, j'ai râlé. Je dis, oh, t'es sûr? Mais non, tout le monde s'en fout. Tout le monde va faire ça. J'ai râlé. Et en fait... et donc, après avoir râlé, elle l'a quand même fait. Donc, elle nous a pondu un truc en plus hyper bien en 4 heures. Un super jeu en 10 pages, simple, efficace. Et puis nous, on l'a mis en ligne en campagne de lead avec Adèle. Donc voilà, la promesse c'était... sur Meta, principalement sur Meta, ouais. Laissez votre mail, on vous envoie un jeu trop cool à faire avec vos enfants. Et on pensait récolter 100 leads et basta. On a récolté 60 000 mails sur la période, le premier confinement, donc sur un mois et demi. Ultra qualifiés, donc de gens désespérés, enfermés avec leur enfant depuis trop longtemps. Dans la bonne tranche d'âge et en plus donc, tout de récupérer bon, non, mais c'était magnifique. Donc, on va pas se mentir, une pandémie mondiale c'est bon pour notre business à nous, hein. C'est, voilà, on souhaite pas ça pour le monde, mais nous c'était les campagnes marketing du pauvre, hein. Enfin comme beaucoup de e-commerçants. Et voilà, et surtout ça nous a fait atterrir quand même sur un article plein de pages dans Le Parisien
dont la journaliste, a priori, à l'époque, avait elle-même utilisé ce jeu pour ses enfants. Et donc voilà, donc on s'est pris en plus une presse pas possible. Et donc on s'est retrouvés quand même à faire des ventes. Et 60 000 Et 60 000, voilà, une base leads 60 000 leads. qualifiés. Ça t'a coûté combien? À la fin, on arrivait à du 10 centimes le lead. C'était magnifique, quoi. C'était vraiment... L'email, 10 centimes l'email. Pardon, l'email. Non, mais oui, le lead, mais c'est pour qu'on soit bien d'accord. Donc 6 000 € pour 60 000 personnes. Ouais, Est-ce que tu es capable de traquer aujourd'hui ton taux de transfo là-dessus? Alors, c'était là, ça commence à faire. Oui, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, donc on l'a un peu lâché, mais ouais, sur le début, on transformait 15% de la base tous les 3 mois. Je crois que c'était à peu près ça le rythme. Donc c'était cool. À Noël. 15%, ça fait 9 000 ventes sur les 60 000. Quoi. Ouais, non, beau, c'était cool, ouais. Ok. C'était bien. T'as bien fait d'accepter, Astrid. Ouais, puis derrière, on en a fait d'autres. Ouais. Et on se sert toujours du On premier. se sert toujours. Ouais. Et il y en a d'ailleurs, faut le dire, sur le site, si vous allez sur ant-caval.fr, il y a une section, c'est ça, l'entraînement espionnage, avec des accessoires, des histoires à télécharger. Quoi. Il est toujours dispo, sauf qu'il est encore mieux qu'il y a 3 ans. Il est encore mieux qu'il y a 3 ans. Un sujet que j'ai pas abordé, mais qui sert pour les RP, les relations presse, c'est la plateforme de marque. Tu en as parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Vous le faites en interne, vous le faites faire, vous êtes fait accompagner par des free. Gros sujet aussi. La plateforme de marque, c'est quelque chose que j'ai pris en main de manière frontale il y a 1 an. J'ai commencé à y penser. En fait, je reprends un peu le truc du début. En fait, quand on a lancé les éditions à Caval, il y avait un petit peu des prémices qui existaient. Il y avait déjà le logo plus ou moins qui existait. Bon, mais en fait, la plateforme de marque, c'est pas qu'un logo ni un nom de marque. Et en fait, on a la chance d'avoir fait le truc un peu au feeling, de manière plutôt cohérente, sans jamais rien avoir couché sur papier, la moindre phrase explicative qui justifie que on dit ça plutôt que ça, qu'on est ci plutôt que ça, que telle valeur plutôt qu'une autre. Donc ça n'avait jamais été factuellement écrit, ni verbalisé, ni vraiment transmis officiellement à qui que ce soit. À part dans nos têtes, à Margot et moi, à force de le dire, de le redire et de le redire. Voilà. Sauf que donc, jusqu'alors, ça allait bien comme ça, parce qu'en fait, on était les principales utilisatrices de nos têtes et de nos idées, et ça marchait. Et en fait, l'équipe grandissant, donc aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes à temps plein, plus des gens autour de nous qui gravitent de manière très régulière, des freelances, etc. En fait, cette équipe grandissant, on s'est rendu compte il y a à peu près 1 an, donc c'est pas forcément très tôt non plus dans l'entreprise. Hein. Je pense qu'on aurait pu le faire avant, mais que j'avais d'autres priorités. L'équipe grandissant, je me répète un peu, on s'est rendu compte que c'était devenu indispensable de le poser quelque part, bien sûr. Et en fait, le jour où je me suis dit, allez, aujourd'hui, plateforme de marque. Il s'est passé 1 an et demi. Et ben surtout qu'en fait dans ma tête je me disais mais enfin je vais pas écrire que en cavale fait tout pour rendre les enfants autonomes et poser des lunettes roses sur le monde, c'est évident. En fait j'avais l'impression d'écrire des trucs des banalités, d'enfoncer des portes ouvertes. Exactement, enfoncer des portes ouvertes. Et un jour je dis Margot, j'arrive pas à sortir ce truc, j'ai identifié quelqu'un qui pourrait m'aider à la sortir, quoi. Et en fait, ça a été la meilleure décision de l'année 2023, enfin une des bonnes décisions et des bons partenaires de l'année 2023. C'est l'instant pub. On s'est fait accompagner par une toute petite agence qui s'appelle Incubator Studio. Et en fait, c'est une petite agence qui est portée par 2 femmes, Aurélie et Coralie. Elles se définissent elles-mêmes comme des accoucheuses de marque. Et en gros, j'ai parlé à Aurélie hyper régulièrement pendant genre 4 mois. Genre, toutes les 2 semaines, tous les vendredis, je crois, on parlait pendant 3 heures, voilà. Et en fait, entre chaque séance, j'avais des devoirs à faire. C'était hyper méthodique, hyper bien cadré, avec un Trello, des trucs à rendre, des questionnaires, etc. Et je voyais pas forcément toujours là où on allait. Je lui ai à plusieurs reprises fait part de mes doutes. Je lui ai dit, mais Aurélie, je comprends pas, là, on va où? Elle me dit, fais confiance au processus, Astrid. Je l'ai fait. Et finalement, au bout de 6 mois, on a accouché d'une plateforme de marque claire et limpide comme de l'eau de roche, que j'ai remis en forme, machin, bidule. Trop bien. J'ai organisé une grande messe dans l'équipe. J'ai convoqué tout le monde, réunion plateforme de marque, et j'ai présenté le truc que je bidouillais, que je préparais, que je couvais depuis 6 mois. Et en fait, c'était génial parce qu'à partir de ce moment-là, en sortant de cette réunion de plateforme de marque, dans les jours qui ont suivi, même dans l'heure qui a suivi, chaque personne de l'équipe m'a dit, à un moment ou un autre, en fait,
depuis qu'on a eu vent de la plateforme de marque, tout est plus clair. On comprend mieux. J'ai compris ça. Oh là là, mais j'ai compris ça. C'était une révélation, etc., etc. Et donc, non seulement ça a éclairé nos équipes, je pense que ça nous a éclairé nous aussi, ça a posé des choses. Et en plus de ça, on s'en sert comme une boîte à outils permanente. En fait, c'est une plateforme c'est évolutif. Tu dois l'avoir sous la main. Exactement. Et moi, c'est dans mes favoris. Je l'utilise 3 fois par jour pour tout et pour rien. C'est hyper actionnable, activable. C'est très concret et c'est évolutif, donc la règle c'est que personne ne touche, c'est moi la garante, enfin nous avec Margot évidemment, et en fait on l'utilise comme une toolbox pour nos PR, pour la nouvelle agence SEO, pour je sais pas qui, les journalistes, enfin n'importe qui. Et j'irai plus loin pour nos décisions stratégiques. En fait, ce qui était fun, c'était de voir à quel point les valeurs que tu sors de ta plateforme de marque, par exemple, bon, c'est super, t'as 4 mots, tu les mets sur le mur, ça ressemble à celle des écoles de commerce, de L'Oréal et compagnie, donc t'es là, bravo. Non, pas les nôtres. Et en fait, pas du tout. En fait, chaque valeur, elle doit être expliquée pour toi et elle doit avoir un impact dans le choix de tes fournisseurs, le choix de tes plateformes de pub, le choix de tout jusqu'au bout. Et ça, c'est des conseils. On s'était un peu fait coacher quand même. On avait parlé à pas mal de marques avant de partir là-dessus. On en avait parlé avec Asphalt, on en avait parlé avec Teddy Bear, rappelle-toi. Ouais. Et c'était génial cette conversation avec Teddy Bear qui nous expliquait comment eux, leur plateforme de marque anime toutes leurs décisions. C'était brillant. Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression, quand on en parle avec d'autres entrepreneurs, que c'est un peu un sujet qui arrive à un espèce de stade de maturité où toi, en tant que founder, t'as ta vision, tu la portes, tu l'incarnes, t'as les mots justes, etc. Porte ouverte. Sauf qu'en fait, t'es plus capable de faire tous tes mails, de faire toutes tes pubs, de faire tous tes machins, tous tes bidules. Et donc, tu te retrouves avec une équipe qui produit pour toi ou des externes qui produisent pour toi et tu vois des trucs passer que t'as pas eu le temps de vérifier. Tu vois des trucs passer sur Facebook, tu fais des pubs et tout, où tu pètes un câble parce que t'es juste mal à l'aise par rapport à ta propre marque. T'as honte, quoi. Tu te dis, mais non, mais c'est pas du tout ça qu'on voulait faire. C'est arrivé. C'est arrivé. Et en fait, j'ai l'impression pareil, hein, en parlant avec d'autres. Au début, tu te dis, putain, c'est vraiment nous, on est nuls, on est mal organisés, voilà. Et puis en fait, t'en parles avec d'autres founders de boîtes avec des tailles complètement différentes. Et tu te rends compte que c'est une problématique déjà un peu récurrente. C'est-à-dire que plus la boîte grandit et plus t'es confronté à ce genre de sujet. Et voilà, et qui arrive globalement à tout le monde. Et la réponse à ça, c'est se prendre par la main, s'enfermer dans une pièce, accoucher avec des mots justes, clairs, etc., d'une vision, d'une plateforme de marque, et la faire découler sur tout. Et on parle, on a eu des discussions, des débats sur tel mot plutôt qu'un autre pendant un quart d'heure. C'est pas du bullshit, c'est vraiment c'est important. Trouver les bons mots pour être le plus authentique, le plus juste possible. Et encore une fois, tout découle de la plateforme de marque. C'est passionnant. Je suis content qu'on ait fait ce long passage sur le sujet. Nous, on le fait aussi pour pas mal de marques. Et t'as un vrai process à respecter. Et je suis d'accord avec ce que tu disais sur l'agence Incubateur Studio, c'est ça. Ce qui nous arrive aussi, des clients nous demandent, mais attends, mais pourquoi tu me demandes, enfin, qu'est-ce que cette question a à voir avec mon business, mon quotidien, mon opérationnel ou ma plateforme? Et en fait, à la fin, tout se met en place. Complètement. Et c'est une sorte d'évidence. Exactement. Et ensuite, t'as c'est comme pour les logos. Je me souviens qu'il y a très longtemps, tout début de Cosa Vostra, je pense qu'on a mis 6 mois à faire un logo parce que quelqu'un il savait pas, il y avait des itérations, et il y en a d'autres pour qui le logo se fait en 2 jours, deux allers-retours, et en fait on s'est bien compris, c'était voilà. Et ben la plateforme de marque c'est un peu pareil. Ouais. Et il y a des gens pour qui c'est presque des séances de psy, tu vois. Faut coucher sur le papier des idées, des sentiments, des envies, des émotions, des motivations. Et on est revenu à des choses hyper intimes en fait, de Margot et de moi, des trucs, des valeurs profondes de qui on veut être, nous, en tant que founder, qu'est-ce qui nous touche, nous, personnellement, dans ta vie de famille, c'est quoi l'impact de En Cavale? C'est ce genre de questions. Mais c'est quoi le rapport? Qu'est-ce que tu veux pour tes propres enfants? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, nous? Et c'est vraiment ensuite ta ligne directrice pour tout, du recrutement au choix des partenaires, à tes clients, clients que tu choisis. Hyper important. Et chères auditrices et chers auditeurs, si vous vous lancez sur le sujet, choisissez bien le partenaire qui vous accompagne. Il y a quelque chose de il y a beaucoup d'intuitifs personnels. C'est pas que un beau logo d'agence qu'il faut, c'est vraiment la personne que vous avez en face. Est-ce que ça colle ou ça colle pas? Il faut que ça colle. Exactement. Cool. Vous faites de l'influence dans votre milieu? J'imagine qu'il y a pléthore de... Oui. Alors, c'est un sujet pareil qui est hyper intéressant en général, mais chez nous particulièrement, quand tu as une boîte avec un message autour du sans écran, du temps concret, passé hors solution digitale. Alors, comment tu fais de l'influence en étant droit dans tes bottes, en étant voilà. Donc c'est un sujet qui est pas évident chez nous et qui nous force à choisir hyper spécifiquement les personnes avec qui on collabore,
quand on décide de le faire. Donc typiquement, on va pas prendre des influenceurs qui mettent en scène leurs gamins. Voilà, t'as 5 posts par jour, donc tu dis putain, mais que font-ils d'autres de leur journée? Enfin, fatalement, c'est quand même un peu beaucoup. On bosse avec des gens précisément sélectionnés, et puis on bosse aussi sur des messages un peu particuliers, c'est-à-dire que le but, c'est pas du tout de shamer les parents et les familles qui utilisent plein de divertissements en ligne. Le but, c'est juste d'avoir une ouverture d'esprit sur les autres solutions. Donc c'est un sujet qui est hyper important chez nous. C'est comment tu fais finalement du e-commerce, comment tu actives des leviers de marketing digital en ligne sur des écrans pour parler de sans écran et de vivre un petit peu en dehors des réseaux sociaux, vivre un petit peu en dehors du monde connecté. Ça reste un sujet assez nouveau pour nous, ça, l'influence. Ouais. C'est un peu le début de l'exploration. Ouais. Vous avez un super site internet sur lequel il y a des petites marges de progression. Vous découvrez, en tout cas, vous attaquez l'influence. Je vois un bel avenir à Encaval. 2 petits sujets rigolos pour clore. Non, la tech, très rapidement, vous êtes sur WooCommerce actuellement. Vous y êtes depuis le début? Ouais. Vous allez y rester? C'est une question. Probablement pas. Probablement pas, ok. C'est très bien WooCommerce. WooCommerce, c'est la brique e-com qu'on peut ajouter très facilement sur du WordPress. C'est pas la plus intuitive ou la plus évidente, mais bon, ça marche. CRM, vous êtes sur Klaviyo. On dit souvent que Klaviyo, c'est super sur Shopify parce que ça se connecte en un clic. Ouais. Ça s'est connecté en un clic sur WooCommerce? Pas si mal. Pas si mal, bon, ok, pas suffisamment pour en parler, donc, enfin suffisamment bien pour ne pas en parler, disons. Oui. Et satisfaite de Klaviyo? Oui. Toujours. Après, c'est quoi les freins? Pourquoi je choisirais pas Klaviyo? C'est super cher par rapport aux autres solutions du marché. On va pas se mentir, c'est quasiment 10 fois plus cher. Hein. Mais on a décidé de s'acheter la Formule 1 tout de suite parce qu'on a envie d'aller bien et fort et vite et intelligemment. Donc, en fait, c'est juste que il y a cette idée toujours de te dire si tu perds du temps à apprendre à faire un truc sur j'en sais rien, une autre plateforme pour finalement 5 ans après tout rechanger et passer sur la Formule 1, en fait c'est toujours un truc de risque-opportunité. On a choisi Klaviyo, on n'a pas toujours eu Klaviyo, hein. On a choisi Klaviyo l'année dernière parce qu'on a eu envie d'accélérer notre acquisition, notre transformation plutôt newsletter, et ça a vachement bien marché. Aujourd'hui on fait un peu plus de 20% de notre CA via de la newsletter parce qu'on travaille mieux notre newsletter grâce aussi à Klaviyo. Et t'as un peu le côté salle de sport, ça on va pas se mentir, c'est qu'une fois que t'as payé ton abonnement super cher au Club Med Gym, t'y vas parce qu'en fait ça te coûte cher, tu vois. Alors que si tu fais un truc gratos, la 3e session t'y vas plus parce que c'est gratos. Et donc voilà, donc il y a un peu ce double enjeu de se dire allez, maintenant qu'on paye cher et maintenant qu'on a la bonne bécane, apprenons à la piloter parce que sinon ça sert strictement à rien et on balance le fric par les fenêtres. Ok. C'est 2 anecdotes pour finir mais qui sont rigolotes. On est donc en novembre, hein, c'est l'hiver. Vous avez mis des flocons sur votre site. Si vous allez sur je sais pas si ce sera encore le cas en janvier, mais il y a des petits flocons qui passent sur toute la page. Ah oui. Ça fait gadget. Et pourtant. Dans les décisions what the fuck un peu rigolotes, donc voilà, on a challengé la nana de notre équipe qui gère le site Marjolaine, à mettre des flocons. Elle a réussi à mettre ça en 10 minutes top chrono. On était tous complètement enthousiasmés dans l'équipe, voilà, comme des gamins. Et puis en fait, depuis, tout le monde nous en parle. Et alors tout le monde nous en parle. Des journalistes m'ont tenu le crachoir pendant 4 minutes sur le sujet, donc c'était hyper drôle. Sur les flocons du site. On ne citera pas un média national très sérieux. Et sur les flocons du site. Et du coup, ce qui est quand même rigolo, c'est que cette année, donc 2023, l'hiver a quand même vachement tardé à arriver. Donc le mois d'octobre, pour les e-commerçants, au global, n'était pas génial. Nous, c'était notre cas, hein, on ne va pas se le cacher. Et donc vendre des calendriers de l'Avent, parler de Noël, etc., quand il fait 23 degrés en octobre, franchement, merci. Et donc, ajouter cette petite neige sur le site, on pense que ça a mis les gens dans l'ambiance. Et voilà. Et donc, bon, évidemment, il y a un timing un peu corrélé, mais depuis, les ventes ont décollé. Les ventes ont décollé, ok. Cool. L'autre, c'est pas une anecdote, mais vous testez des vidéos. Je trouve ça assez intéressant. On voit ça aussi sur le site de Boku et le boku.com. Mais vous le retrouverez du coup sur le site de Encaval, en-caval.fr. Quel impact? Donc, c'est des petites vidéos c'est un add-on. Hein. Chez vous, c'est VidJet. VidJet. VidJet.
un impact ? Oui, impact sur les premières visites. Ça permet de garder captif des premières visites un peu exploratoires, sans tomber directement dans de la vidéo produit un peu pub. Les vidéos qu'on a choisi de faire, en l'occurrence, c'est des vidéos de Astrid et de moi qui expliquons avec nos mots et dans une vidéo un peu courte et du coup très incarnée, un produit. Donc là, sur la homepage, ça doit être moi qui parle du calendrier de l'Avent parce que c'est de saison. C'est exactement ça. Voilà. Et en fait, c'est assez sympa parce que du coup, en quelques mots et en quelques secondes, on tombe dans un message personnifié, incarné, très sympa et qui permet de garder captif une audience un peu plus large. Et qu'on peut rajouter sur les fiches produits, sur des how-to, sur toutes les pages. J'ai retrouvé, donc vous c'est VidJet, c'est ça, c'est un add-on WordPress WooCommerce classique. C'est un add-on classique. Okay. Et il y a et j'ai retrouvé le nom de l'autre boîte dont je parlais qui fait les elle est pas facile à trouver sur Boku dont je parlais, c'est Join, Join, join-stories.com. Astrid, Margot, c'était passionnant. On a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder. Merci infiniment pour votre transparence et cette belle histoire. On vous retrouve sur LinkedIn si besoin. Donc Margot Bruineaud, Bruineaud, et Astrid Faure, Faure, et évidemment les faire un tour sur encaval-caval.fr pour découvrir tous les beaux produits dont on a parlé depuis 1 heure. Merci à vous. Qu'est-ce que je vous souhaite pour 2024 ? Des flocons de neige. De la croissance rentable et pérenne. Rentable. Cool. Merci à vous, chers auditeurs. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter lepanier.io pour recevoir les annonces des derniers épisodes et d'autres news, évidemment. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.